Est-ce que nous sommes obligés d'avoir une offre médiatique avec des chaînes racistes comme CNews et d'autres? Moi je dis que non. On est 10 jours après le premier conseil municipal depuis votre élection. Vous êtes devenu officiellement le maire de Saint-Denis. Quels enseignements vous tirez de ces 10 premiers jours de mandat? Le premier enseignement, c'est que l'espoir attendu par la population est immense, on le sent, donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on ressent à la fois un peu une logique d'apaisement, en fin de compte, de la population, un genre de soulagement de la population, en particulier du personnel communal, qui très spontanément m'a exprimé ses félicitations et surtout sa joie de voir que j'ai pris les responsabilités de la ville. Et puis on a aussi eu malheureusement la séquence d'attaques pendant plusieurs jours depuis mon élection, des propos racistes, y compris portés en réalité par CNews dans la dernière période via des supposés philosophes ou docteurs ou je ne sais quoi, et qui bien sûr ont levé à la fois un océan quasiment d'indignation populaire, mais aussi beaucoup d'habitants de Saint-Denis et de Pierrefitte qui spontanément m'ont apporté leur soutien. Donc c'est l'enseignement premier, c'est de dire que le maire de Saint-Denis et sa population, et puis la communauté de tous celles et ceux qui sont droits dans leurs bottes contre l'extrême droite, aujourd'hui sont présents, et je pense que ça c'est l'essentiel dans la séquence politique dans laquelle je suis. On a beaucoup parlé ces derniers jours des propos tenus sur CNews. On a vu les propos qui ont été déformés, que vous avez tenus, qui ont été déformés. Qu'est-ce que tout ça, selon vous, c'est le symbole de quoi? Qu'est-ce que ça dit de la société, du paysage politique ou médiatique? Mais c'est un symbole déjà que les grands principes communicationnels, notamment de ces chaînes racistes, n'ont pas changé. Ça c'est quand même triste, mais c'est une réalité concrète. Malgré toutes les interpellations et des formations politiques de gauche, ou antiracistes, voire même parfois des interpellations de l'État, reste encore un ensemble de dispositions qui mériteraient d'être prises pour pouvoir contrecarrer la manière dont un certain nombre de médias se comportent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça dit aussi des choses et ça confirme le fait que nous sommes dans une société de plus en plus raciste. J'entends par là le racisme qui est plus affirmé et qui est quasi débridé. C'est-à-dire que là où il y a quelques années, certains tenants de courants racistes pouvaient encore se cacher, aujourd'hui ce n'est plus permis, ils sont clairement en roue libre et ils assument leur ligne raciste, y compris sur des plateaux TV, sans forcément avoir d'ailleurs de recadrage de la part des journalistes, qui par conséquent deviennent des soutiens au moins passifs de cela. La troisième chose, c'est que ça dit aussi une urgence d'agir contre l'extrême droite et le racisme, en particulier en France, parce que c'est ça en réalité dont il s'agit, parce que c'est ça qui détruit quasiment notre communauté de destin, et c'est ça qui risque de fracturer en fait la société française. Vous avez dit qu'il faudrait prendre un ensemble de dispositions. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? On voit certaines figures à gauche qui demandent de plus en plus ouvertement la fermeture de CNews. Est-ce que c'est ce que vous sous-entendez? Est-ce que c'est d'autres dispositions selon vous qui devraient être prises? Moi je pense que sur un plan déjà judiciaire, il faut que la justice en fait soit beaucoup plus franche et frappe fort par rapport à ces actes qui sont bien sûr des actes répétitifs. Il s'agit quand même d'une forme de récidivisme dans ce qui est fait. La deuxième chose, c'est bien sûr que les pouvoirs publics, y compris l'État en premier lieu, doivent pouvoir se hisser à ce niveau de responsabilité, et les soutiens qui sont arrivés, bien sûr toujours appréciables, mais qui sont quand même arrivés relativement tard dans la chaîne des propos racistes dont j'ai été victime. Puis au-delà de ma personne, c'est globalement cette société qui, depuis maintenant plusieurs années, ne cesse d'alerter en réalité sur la situation, de la montée de l'extrême droite. On l'a vu d'ailleurs avec l'arrivée en masse de parlementaires du Rassemblement national. Donc c'est aussi un signal complémentaire sur le fait que nous sommes de plus en plus dans une société fascisante, raciste, et dans laquelle il faut absolument que tous celles et ceux qui se disent être des républicains puissent se hisser à ce niveau de responsabilité. Donc moi je suis pour qu'il y ait une fermeté sans complaisance à l'égard de toutes celles et ceux qui sont les tenants des discours racistes et de haine. Il y a toutes celles et ceux, notamment concernant
le supposé philosophe Auffray qui doit bien sûr être suspendu, donc voilà, il y a le supposé docteur Diderot qui doit aussi être suspendu, et il doit aussi avoir une responsabilité des journalistes, qui bien sûr se sont contentés à la fois d'écouter tous ces propos racistes, sans jamais recadrer quoi que ce soit, et pire, en se fondant d'un communiqué pour expliquer qu'en fin de compte, les propos racistes n'ont pas été entendus. Bien entendu, les millions de personnes qui sont, entre guillemets, indignées dans les réseaux sociaux sont des affabulateurs. C'est bien le principe. Vous avez dénoncé la montée du racisme et le racisme qui est de plus en plus assumé. Est-ce que vous direz quand même qu'il est de plus en plus présent? Parce qu'on a aussi parlé de ces élections, et votre élection en témoigne, mais ce n'est pas la seule. On pense au plan Ménil, à Sarcelles. Il y a eu plus de maires noirs qui ont été cette fois-ci, et une meilleure représentation de la population. Donc est-ce que ça ne dit pas aussi en travers que pour vous il y a une montée du racisme, mais il n'y a pas que ça dans la société? Ah non, il y a une montée du racisme, il y a l'arrivée en responsabilité de celles et ceux qui souvent ont été marginalisés, que celles et ceux qui ont été classés comme des couches sociales défavorisées, qui ont été y compris marginalisés dans des fonctions qui sont des fonctions uniquement de point d'appui pour permettre à une certaine caste, en fin de compte, de la formation politique pour accéder à des responsabilités. Et aujourd'hui, cette nouvelle génération d'élus, elle est héritière de l'immigration postcoloniale, elle est y compris héritière de l'immigration subsaharienne pour beaucoup d'entre elles, elle est aussi héritière, en fin de compte, des approches un peu des afro-descendants coloniaux. Donc il y a un vrai enjeu là. Donc en fait, ces personnels publics sont en fin de compte la République et sont du coup la France. Et aujourd'hui, on voit bien que ça dérange. Ça dérange bien sûr l'extrême droite, ça dérange aussi quelque part la droite, et ça peut même parfois déranger certaines formations politiques dites républicaines. Donc c'est ça en réalité qui a été l'élément déclencheur avec l'élection ici à Saint-Denis d'une ville importante, parce qu'un enfant héritier de l'immigration qui gagne une ville dès le premier tour, ça s'est quasi jamais vu il y a très longtemps à Saint-Denis. Et donc forcément ça inquiète. Ça inquiète sur celles et ceux qui voient dans cette ascension politique un bouleversement en fin de compte d'une donnée auquel ils n'étaient pas préparés. Mais forcément il va falloir clairement, je veux dire, qu'ils en fassent sienne, parce que le sujet n'a pas vocation en fin de compte à se réduire, puisqu'il y aura beaucoup plus encore de maires, et mairesses d'ailleurs, issus de l'immigration, et surtout français à part entière, qui vont être en responsabilité. Et c'est ce message-là en fait qui est envoyé. Est-ce que selon vous, votre élection, elle est le symbole où elle montre que quelque chose change quand même dans la société, ou ça reste justement symbolique, il y a un maire noir à Saint-Denis, mais il ne faut pas en tirer une généralité sur la capacité offerte aux jeunes issus de l'immigration à accéder à certains postes de responsabilité? Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui change dans la société, et la traduction de ces élections en est l'illustration. Premièrement, parce qu'on a vu là des jeunes des quartiers populaires se lever, en tout cas pour ce qui est de Saint-Denis, pour aller voter, même s'il reste toujours un niveau d'abstention important, hein, puisqu'on a 47% de participation et à peu près 53% donc, du coup, de non-participation. Donc c'est toujours un objet de travail pour moi et pour l'ensemble de mon équipe municipale. Il y a quelque chose qui change dans le fait que les enfants des quartiers populaires, y compris désormais celles et ceux qui sont engagés en politique depuis quelques années quand même, dans le milieu des quartiers populaires, ne demandent pas la permission en fait, d'être français. Ils sont français à part entière, ils l'assument en tant que tel. Et je pense que c'est cette posture qui, à mon avis, dérange de plus en plus, mais en même temps, c'est cette posture qui permet réellement de faire société, et c'est cette posture qui nous permettra bien sûr d'assumer pleinement notre appartenance à la République et aux valeurs qu'il incarne, c'est-à-dire liberté, égalité, fraternité, parce que cette bataille contre l'extrême droite, en réalité, elle sera gagnée par les enfants des quartiers populaires, et ça, j'en ai une certitude. Est-ce que selon vous, les critiques, les attaques que vous avez subies, elles sont avant tout parce que vous êtes noir ou parce que vous êtes LFI insoumis? Je pense d'abord c'est avant tout parce que je suis noir. Et ensuite, le fait d'être de la France insoumise vient en fait renforcer cela. Premièrement parce que répondre à une série de questions portées par un supposé journaliste de CNews qui m'explique en fin de compte que la ville des rois de France, parce que c'est ça la formule qui a été employée, est transformée la ville des Noirs. Il faut quand même avoir une déformation intellectuelle et psychologique sévère pour faire des raccourcis de cette nature-là.
Ensuite que Apolline de Malherbe, avec une forme de paresse journalistique qui n'a pas cherché à vérifier, a considéré dans son subconscient que forcément Bali Bagayoko étant noir, je pense, il n'est pas impossible qu'il ait pu dire ça. Il n'est pas impossible. Et donc du coup, ce n'est pas nécessaire d'aller vérifier. Voilà. Et toute la chaîne en fait, de pensée, elle est construite comme ça. Offray, quand il fait le lien à la fois avec la question des tribus, les femmes, la question de la domination de la femme, bon, un truc un peu surréaliste, il coche en fait avec cet imaginaire. Et idem d'ailleurs pour Diderot qui fait le lien notamment avec la relation avec les mammifères, notamment le singe. Voilà, donc tout ça, ce sont des choses en réalité qui ne sont pas nouvelles, ce pas des choses nouvelles en réalité, parce que c'est des choses qui sont passées par le passé. Christiane Taubira a subi des propos de cette nature-là, racistes, Rokhaya Diallo idem, et le facteur commun que nous avons ensemble, c'est que, nous sommes noirs, et ça se voit. Voilà. Et donc la première chose que le journaliste voit, notamment le journaliste raciste, c'est ma couleur de peau, avant de voir ce que je pense. Donc il voit d'abord ma couleur de peau, et voir la couleur de peau d'un Bali Bagayoko, ou d'autres d'ailleurs qui sont héritiers de l'immigration, forcément, ça fait appel à des préjugés, ça fait appel à des réflexes racistes, voire néocoloniales, d'abord. Ensuite, il y a la pensée qui l'accompagne. Voilà. Donc moi, je pense qu'il y a dans les attaques qui ont été faites contre ma personne, et plus globalement contre toutes celles et ceux qui sont mes semblables en humanité, c'est d'abord parce qu'on est noir. Et ça dit des choses sur la conscience en fait, de toutes celles et ceux qui nous rencontrent, avec lesquels nous échangeons. Ensuite, bien sûr, ils habillent ça soit sous l'angle philosophique, soit sous l'angle politique, mais quel qu'en soit alpha de toute manière, ça se conclut de toute manière par le chemin du racisme. C'est très clair. Vous l'avez un peu évoqué, vous avez reçu des soutiens, bien sûr dans votre camp, mais un petit peu au-delà. Qu'est-ce que vous retirez de ces soutiens? Est-ce que vous avez été surpris en bien ou en mal ou pas? Comment vous réagissez aux soutiens qui vous ont été? Les soutiens qui sont exprimés spontanément, c'est d'abord des soutiens de la masse en fait, populaire, de gens que je ne connais pas d'ailleurs, mais qui ont quelque chose en commun avec moi, c'est cette capacité à s'indigner dès lors que le racisme se lève. Donc ce sont des antiracistes, entre guillemets, de toutes circonstances. Après, vous avez bien sûr les différentes formations politiques, que ce soit la France Insoumise, qui est ma famille politique en tant que telle. Là, il y a une cohérence parfaite. Et puis après, il y a des soutiens qui sont arrivés un peu plus tard, notamment pour ce qui est du gouvernement. Mais cela mis bout à bout, c'est bien d'avoir le soutien, mais il est encore mieux d'agir. Donc les soutiens, c'est très bien. On sait très bien qu'on est dans une séquence médiatique qui finira à un moment donné de s'affaisser, mais la problématique et la question de la lutte antiraciste, elle est posée de toute manière. Donc la question qui est posée, c'est au-delà des soutiens, qu'est-ce que l'on construit comme système alternatif qui nous permettent en fin de compte de vraiment aller chercher l'extrême droite et corriger en fin de compte cette situation pour éviter que la société se fracture, parce que c'est ça le danger. Vous avez dit pour le gouvernement, le mieux est d'agir, vous leur demandez de faire quoi? Déjà pour commencer, on a des outils comme l'ARCOM doit être beaucoup plus sévère. Est-ce que nous sommes obligés d'avoir une offre médiatique avec des chaînes racistes comme CNews et d'autres? Moi je dis que non. Donc les dispositions pour les contraindre, voire même réduire leur audience, voire même les suspendre, c'est parfaitement quelque chose qui est dans nos possibilités, y compris dans les possibilités de l'État en tant que tel. L'ARCOM est une autorité indépendante. Oui, mais je pense que l'État a sa responsabilité au moins d'agir. Au moins d'agir, ne serait-ce que de l'interpeller en tant que tel. Je sais que les parlementaires ont agi auprès de l'ARCOM, puisque Mathilde Panot et un ensemble de parlementaires ont agi, justement pour obliger d'ailleurs l'ARCOM, entre guillemets, à se manifester, ce qui d'ailleurs n'était pas forcément nécessaire en réalité, puisque l'ARCOM, si elle fonctionnait correctement, aurait dû s'autosaisir, ce qui n'a pas été le cas. D'accord ? Ce qui n'a pas été le cas. Donc il y a une forme aussi de lâcheté sur ces sujets, qui en réalité, le racisme ne doit pas souffrir de lâcheté. Ça doit être un réflexe immédiat, parce que nous portons, chacun et chacun de nous, cette bataille nécessaire contre le racisme, parce que c'est ce qui fait le nid, en fin de compte, de la division et de la haine de notre société. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a un certain nombre d'auteurs, il y a un certain nombre de responsables. CNews est responsable, donc il faut forcément aller chercher la responsabilité de chacun là-dedans. La chaîne a bien sûr une responsabilité. Les journalistes qui ont posé des questions, parfois, y compris en s'appuyant sur des fake news, ou parfois même en encourager, voire laisser des supposés journalistes ou des supposés philosophes ou des supposés je ne sais quoi, exprimer en fait leur pensée raciste.
Voilà. Et puis, celles et ceux qui, bien sûr, s'expriment sur ces sujets-là et qui tiennent des propos racistes doivent être aussi sanctionnés. Donc, c'est l'ensemble de la chaîne, en fin de compte, de l'industrie du racisme qui doit être combattue. Donc, pour ça, l'État doit se tenir en tant que chef de file, en fait, de cette bataille. Et moi, j'ai la faiblesse de considérer que ce n'est pas le cas. C'est pas le cas, parce que j'ai aussi observé qu'au sein de l'Assemblée nationale, malheureusement, il y a eu des actes racistes qui ont été faits à l'encontre notamment de parlementaires insoumis. Je pense notamment à Carlos Martins Vilongo, ou encore à Lidjora dans des proportions un peu différentes. Et voilà, donc c'était dans l'enceinte même de l'Assemblée nationale. Vous voyez qu'on a quand même un certain nombre de sujets sur lesquels on a besoin d'être suffisamment intransigeant pour ne pas laisser une ambiguïté sur le fait que nos institutions seraient un peu laxistes sur la nécessité de lutter contre l'extrême droite. Mais ça va de pair avec le fait que l'extrême droite a été, y compris, normalisée, voire sauvée sur un certain nombre d'élections, avec le soutien de la droite ou voire de la Macronie. C'est une réalité factuelle. Et donc, moi, je trouve que le top départ, en fait, de tout ça, bien sûr, c'était les dernières élections présidentielles où nous avons ensuite eu les élections législatives qui ont vu arriver un nombre conséquent de députés, donc de parlementaires du Rassemblement national. Là, c'était déjà, entre guillemets, la séquence de trop. La séquence de trop, et forcément, maintenant, nous sommes en train de courir après cette industrie raciste pour la contrarier et pour y mettre un terme. Donc c'est ça la réalité. Donc il faut battre en fait l'extrême droite dans les urnes. Tous celles et ceux qui tiennent le discours et qui sont utilisés comme étant des éléments de diffusion de discours de haine, de discours de division, doivent être combattus d'abord dans les urnes. Et bien sûr par la puissance bien sûr du cadre légal et de la justice. Et quand le ministre de l'Intérieur dit qu'il veut engager des poursuites pénales étudiées, c'est pas suffisant? Oui, mais il dit qu'il veut étudier. Donc en même temps, moi j'ai la faiblesse de croire que je ne suis pas le premier. Et malheureusement, je pense que je ne serai pas le dernier. Je n'ai pas souvenir que les actions qui ont été menées par le passé, où un certain nombre voire de parlementaires, voire d'élus d'ailleurs, ont été sujets de propos racistes, que l'État ait brillé par son action. Il a plutôt brillé par son inaction, voire l'inefficacité de son action. Donc je trouve que c'est toujours encourageant que l'État indique ce qu'il souhaite faire. Ce que nous allons nous regarder, y compris sur lequel nous allons agir, c'est comment on crée les conditions pour que ça ne devienne pas juste en fait, des faits d'annonce et que ça se traduise bien par des mesures concrètes. Et là, il va falloir que des actes soient posés et je l'espère que sur cette séquence-là, que c'est des actes en fait, qu'on attend. Donc ça, c'est important. Vous avez appelé à un rassemblement dans 3 jours. Qu'est-ce que vous attendez sur le monde présent? Est-ce que tout le monde est bienvenu? Est-ce que c'est une cause apolitique, l'antiracisme, ou pas? Clairement, la cause antiraciste, c'est une question politique. Elle est une question politique et elle s'adresse bien sûr à l'ensemble de celles et ceux, en fin de compte, qui font partie de notre comité de destin et qui ont considéré que le racisme n'a pas sa place dans notre société et encore moins celles et ceux qui propagent en fait son idéologie. Et en cela, tous les collectifs, les syndicats, les formations politiques, les citoyens, en fait tous celles et ceux qui sont animés par la lutte antiraciste, qui considèrent qu'il n'est pas question de banaliser et qui considèrent qu'il est urgent de se tenir debout et surtout de l'affronter. Bien sûr, dans ce rassemblement, n'est pas imaginé, n'est pas souhaité, ni souhaitable que nous ayons une présence du Rassemblement national qui est principal acteur, en fin de compte, de diffusion de cette haine partout. Voilà. Donc nous, on est assez clair de ce point de vue-là. Tous les républicains et tous celles et ceux qui assument d'agir contre le discours raciste sont bien sûr les bienvenus chez nous. Est-ce que vous avez eu des témoignages de politiques de macronistes ou de droite qui vous ont dit qu'ils seront présents? Alors, ils n'ont pas clairement indiqué qu'ils étaient présents. J'ai eu des témoignages, y compris du plus haut niveau du gouvernement. Ça, je les reçois et je remercie chacun, bien sûr, de leur témoignage. Moi, je n'ai pas de difficulté avec ça. Donc après, le sujet, il n'est pas juste de venir pour celles et ceux qui souhaitent venir. Ils sont bien sûr les bienvenus. Mais ce sur quoi nous, on est attentifs, c'est l'action après. Parce que si c'est un énième rendez-vous de rassemblement pour se dire en fait des grandes banalités et derrière ça accouche d'une souris, ça n'a aucun intérêt. Moi je pense que pour 2027, il faut qu'il y ait un engagement puissant qui soit pris par l'ensemble d'ailleurs de celles et ceux qui seront candidats et particulièrement de celles et ceux qui seront dans l'alliance de la gauche de rupture à l'échelle nationale, que la question de la lutte contre l'extrême droite et du racisme sera au cœur en fait, de la campagne avec des mesures fortes. Voilà, ça c'est un enjeu important.
Des mesures fortes, c'est-à-dire Des mesures fortes, c'est à la fois partir de la question de l'éducation populaire pour bien sûr éveiller toutes les consciences dans le quartier populaire sur ce volet-là, durcir le cadre légal, voire même s'assurer que le cadre légal soit vraiment appliqué sans complaisance, la maîtrise bien sûr d'un certain nombre de médias et bannir les médias qui agissent avec un discours de haine et de raciste, donc ça il faut être très clair dessus, et puis quatrièmement, mettre des moyens suffisamment importants pour aussi permettre que la justice puisse s'exprimer. C'est-à-dire que si vous avez une autorité judiciaire qui n'a pas les moyens, forcément vous créez les conditions pour que la chaîne de prise de décision, voire la chaîne de sanctions, soit altérée, ça c'est certain. Donc on a quand même un ensemble de mesures qui me paraissent importantes à prendre. Il y a quelques jours, je ne sais plus dans quel média, vous déploriez le silence d'Emmanuel Macron. Est-ce que ça a été rectifié depuis? Moi, j'ai pas souvenir j'ai pas vu passer d'expression du président de la République sur mon sujet. Hein. Donc j'ai lu un certain nombre de membres de son gouvernement qui l'ont fait. Bon, si le président de la République considère qu'il n'a pas nécessité de le faire, n'a pas nécessité de l'exprimer pour un des maires qui est le plus important d'Île-de-France, premier maire en fait du département de la Seine-Saint-Denis, que bien lui fasse. Mais je pense qu'il déshonore la fonction et il renforce finalement, je veux dire, ce traitement à deux niveaux entre des maires qui seraient des maires légitimes de recevoir le soutien du président de la République et puis des maires qui le seraient illégitimes. Mais bon, à la limite, c'est un peu accessoire. Je préfère la légitimité populaire de celles et ceux qui sont là, qui nous reconnaissent, que plutôt ceux qui nous reconnaissent uniquement dans des contextes qui sont des contextes de contrainte. Si en fait je ne peux pas faire autrement, je soutiens. Quoi. Mais bon, après, mais je n'ai pas vu passer. Répondre à ces attaques vous a pris beaucoup de temps et on vient de le faire. Non, il n'empêche que vous êtes également maire de Saint-Denis. Quelles sont vos premières mesures ou qu'est-ce qui commence à être mis en place par quoi vous allez commencer? En fait, moi, je fais, depuis que je suis élu, je fais du en même temps. À la fois, je réponds bien sûr aux ripostes, parce que ma responsabilité, c'est aussi, au-delà de me défendre moi, c'est de défendre bien sûr la fonction de maire, mais c'est aussi de défendre ma population, parce qu'à travers moi, c'est ma population, en fin de compte, qui était aussi insultée, qui est aussi méprisée. Donc, j'assume cela. Et puis, en même temps, je suis aussi au quotidien sur le terrain avec le personnel communal, puisque l'acte 1, c'est de renforcer en fait la proximité, donc d'aller vers le personnel communal pour leur dire j'ai besoin de vous et nous allons rentrer dans une phase de mise en œuvre d'un certain nombre de mesures politiques et pour cela j'ai besoin que vous soyez au maximum en fait de vos capacités intellectuelles, de disponibilité et je vais aussi souvent sur les terrains puisque j'ai commencé déjà à rencontrer un ensemble d'acteurs associatifs, des collectifs d'habitants, des amicales de locataires, des bailleurs, plein de communes habitat, donc voilà un ensemble d'acteurs pour justement leur dire que nous avons besoin, pour gérer la ville dans des bonnes conditions, que chacun soit au meilleur de ce qu'il est capable de faire. Donc ça, c'est l'acte 1 que je fais. Bien sûr qu'il y a la continuité de l'activité municipale, donc il y a pas mal de journées qui sont consacrées à valider à la fois des orientations politiques immédiates, ça concerne les questions de recrutement, ça concerne l'accord de subvention pour un certain nombre d'acteurs associatifs, ça concerne aussi la gestion quotidienne, c'est-à-dire les astreintes, puisque j'en fais un certain nombre, et ça concerne aussi tous les rendez-vous qui sont les rendez-vous qui viennent rythmer la vie de la ville. C'est des initiatives, par exemple, dans le domaine de la culture, c'est des initiatives dans le domaine à la fois du sport, auquel je suis invité, c'est aussi des rendez-vous avec un certain nombre d'acteurs importants, je pense au département, je pense à la région, je pense au service déconcentré de l'État, je pense même au préfet que je vais rencontrer très prochainement et la sous-préfète. Nous avons une rentrée immédiate qui va concerner la question des enjeux autour de l'éducation. Ben forcément, ça fait partie des premières priorités que nous allons voir, c'est-à-dire agir pour éviter que des fermetures de classes aient lieu dans notre ville. Donc ça, c'est l'échéance immédiate. Et préparer, bien sûr, les vacances d'avril, où il faut d'ores et déjà que l'on voie, par exemple, la réouverture de l'espace jeunesse qui a été fermé sur Gabriel-Péri, et la préfiguration d'une réouverture sur le secteur de Pierrefitte, qui là aussi avait été fermé. Voilà, donc ça, c'est une des priorités. Je veux que cette traduction puisse se voir tout de suite lors des vacances du mois d'avril. Donc ça, c'est un enjeu. Et puis, on a tout de suite la préparation de la rentrée scolaire prochaine, avec deux enjeux. Un, la question du plan canicule, prendre en compte le fait qu'on a le réchauffement climatique qui est à nos portes et que souvent, ça arrive vers le mois de juin. Et donc, il faut qu'on prépare l'ensemble de nos services et de nos équipements publics pour anticiper et affronter, en fin de compte, les vagues de canicule. Puis après, vous avez toute la période estivale avec les éléments dynamisants, structurants de la fête dans la ville, avec
des événements un peu festifs qui vont avoir lieu dans les différents quartiers de la ville, pour lesquels il faut que nous mettions en avant un certain nombre de moyens financiers pour accompagner les acteurs associatifs, pour pouvoir faire du lien dans les quartiers et puis surtout participer à ce moment important, puisque vous avez des enfants qui partent en vacances, vous avez des jeunes qui partent en vacances, vous avez aussi des familles qui partent en vacances, mais vous avez aussi beaucoup de gens qui restent sur Saint-Denis parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers et nous devons nous tenir prêts aussi pour pouvoir répondre à cette offre. Là, dans vos priorités, vous évoquez l'éducation et les enjeux liés à la jeunesse. Où est la sécurité? Parce que c'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre également. Est-ce que ça viendra dans un second temps? Est-ce que l'urgence, elle est en fait d'abord sur l'éducation et la jeunesse et non pas sur la police municipale et son désarmement, comme on a pu l'entendre? En fait, l'urgence du désarmement n'est pas la priorité. C'est-à-dire que ce qu'on a fait dans la séquence et ce qui a fait beaucoup parler, c'est le fait que que j'ai donné l'instruction au service de geler le renouvellement du LBD, qui est une des armes utilisées par la police municipale, en plus du 9 mm, du pistolet à impulsion électrique, de la gazeuse, en tout cas la bombe lacrymogène, et puis le tonfa. Voilà. Donc ça, c'est un message qui a été envoyé justement parce que je considère que ma police à moi, je souhaite que ce soit une police de proximité, une police bien sûr qui soit en capacité d'intervenir. C'est une police dont les effectifs sont maintenus, donc il n'y a pas de suppression ni de baisse en fait des effectifs, ni de suppression d'ailleurs des caméras. Voilà, donc la police municipale elle est maintenue dans ses prérogatives. La seule chose qui va être modifiée à terme, et ça c'est une fois que nous aurons posé la doctrine, elle consistera à regarder le mode d'intervention entre la police municipale et la police nationale, parce que c'est ça en réalité dont il s'agit. Aujourd'hui on fait le focus sur la police municipale, mais en réalité c'est pour moins parler de la question de la police nationale. Nous sommes sur un territoire où nous manquons d'effectifs de police nationale en réalité, où l'État a investi très peu sur la police nationale, où l'État n'a eu de cesse que de transférer ses responsabilités auprès des polices municipales. Et c'est la raison pour laquelle, dès lors que nous avons évoqué le fait que nous gelons le renouvellement du LBD, l'État s'en est offusqué pour dire que c'est pas normal, ça risque de poser un problème, mais d'accord, mais déjà premièrement, je n'ai pas de leçon à recevoir de l'État sur la manière dont j'entends porter des politiques publiques en matière de tranquillité publique. En revanche, j'entends que l'État assume pleinement ses responsabilités. Que l'État nous dise quel effectif supplémentaire il consent donner à la ville de Saint-Denis en matière de tranquillité publique, je suis preneur. Qu'il m'indique est-ce qu'il est prêt à nous soutenir dans le cadre de développement de la médiation et de la prévention dans les quartiers comme les nôtres, parce qu'il y a un besoin extrêmement important de ce point de vue-là. Qui m'indique comment il entend gérer les questions de rentrée des marchandises, notamment au niveau de la douane, qui fait que la non-maîtrise en fin de compte, puisque nous, on est quand même sur un territoire qui est traversé par des aéroports, avec des flux de transport qui sont extrêmement importants. Donc il y a beaucoup de marchandises qui arrivent ici, qui sont vendues à la sauvette, mais qui sont liées au fait que l'État a du mal en fin de compte à gérer un certain nombre d'aspects de traitement des marchandises, et que malheureusement ces marchandises se retrouvent à un moment ou à un autre dans notre ville, et ça c'est un vrai sujet. Et donc c'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'un État, nous avons besoin d'un État fort, et nous sommes pour un État. Donc on est pour la République à part entière, et nous faisons partie de cette République. Mais nous ne sommes pas pour faire une forme de diversion, pour tenter de parler de la police municipale en s'offusquant, pour mieux cacher l'absence en fait d'accompagnement de l'État, par ailleurs. Vous ne pensez pas qu'ils ont peur parce qu'il y a aussi le secteur du Stade de France, on sait qu'il y a un gros enjeu en termes sécuritaires dans la zone et que c'est pour ça qu'ils vous mettent un peu la pression? Oui, mais nous, dans le cadre du protocole à terme qui lie d'ailleurs la police, qui existe déjà, qui lie la police municipale à la police nationale, il y a déjà un protocole d'accord qui intègre cela. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'au moment où moi j'observe l'augmentation conséquente des effectifs de la police municipale, c'était sur le précédent mandat, y compris en termes de moyens financiers, je n'ai pas la même proportion en termes d'augmentation pour la police nationale. C'est très clair. Donc en réalité, la dimension partenariale ne peut pas se faire en faisant les poches des villes. Moi, si j'avais suffisamment de ressources pour le faire, oui, peut-être. Mais aujourd'hui, ce que je sais, c'est que l'État a décidé d'un budget d'à peu près austéritaire de 4 milliards d'euros en impact pour les collectivités locales, dont 3 à 5 millions vont impacter la ville de Saint-Denis. Et c'est ce même État qui est en train de nous expliquer, en fin de compte, qu'il trouvait les marges de manœuvre pour répondre à la question sociale. C'est le minimum qu'on puisse faire. Parce que la première urgence dans notre ville, c'est la question de l'urgence sociale. C'est ça le sujet. Donc nous sommes pour à la fois traiter la question des besoins des habitants, bien sûr la sécurité en fait partie. Il est évident que nous allons agir sur la sécurité, mais l'idée qu'il y a derrière, qui est de dire l'arrivée de Bali Bagayoko et son équipe, insoumis par ailleurs, c'est l'invitation quasiment à la délinquance de prospérer parce qu'on ne va rien faire, ça c'est une vue de l'esprit.
Moi, je suis père de famille, de 4 enfants. Je suis plutôt issu du milieu sportif où je n'ai eu de cesse que de fixer des règles, de faire en sorte que les règles soient appliquées. Il en va de même d'ailleurs sur ma ville. Et celles de ceux qui pensent que cette arrivée, en fin de compte, va permettre aux délinquants de prospérer, ce n'est pas du tout le cas. En revanche, la police nationale devra assumer ses responsabilités. La police municipale interviendra, comme elle le fait déjà, mais elle fera très très attention à la manière dont elle intervient. Donc c'est plutôt sur la méthode et sur les armes utilisées. Une dernière question très rapide. Vous avez rencontré les policiers municipaux? Oui, je l'ai rencontré par... Ça s'est passé parce qu'il y avait beaucoup de craintes, en tout cas. Oui, je pense que globalement la rencontre a été positive parce qu'ils ont été rassurés, premièrement parce que tous les fake news ont été démontés. On m'a indiqué que le directeur de la tranquillité publique était en partance. Bon, on lui dit, je l'apprends, je n'étais pas au courant. Voilà. Deuxième fake news, c'est de dire qu'il y a 90 policiers municipaux qui sont en partance. Ensuite, on a entendu 30, voilà. Donc ça, c'est faux, effectivement. On a eu un départ qui a été confirmé par le directeur de la tranquillité publique. On a eu des sujets autour du fait qu'on allait supprimer la police municipale, c'est faux. On a 135 policiers municipaux, ils sont maintenus, donc il n'y a pas de difficulté de cela. Ils ont évoqué la question du LBD, mais moi j'étais plutôt rassuré sur d'ailleurs leur capacité à l'intégrer en disant mais de toute manière, on l'utilisait quasi pas beaucoup, mais on entend la commande politique et on va réorganiser en fin de compte nos modes opératoires. Donc en fait, on a là affaire à des grands professionnels. Et donc les invitations de Ciotti pour expliquer que on est prêt à accueillir, en fin de compte, je veux dire, les policiers municipaux de Saint-Denis vers... c'est-à-dire que les personnels de la police nationale de Saint-Denis n'ont rien à voir en fait avec l'idéologie de M. Ciotti. Donc la grande majorité de ces professionnels ont vocation à rester ici. Donc voilà, cette stratégie de bordélisation des choses me fait moyennement sourire. Et l'idée en plus qui est un peu puant autour de ça, ça serait de dire que les policiers municipaux de Saint-Denis auraient quelque chose à partager avec Ciotti. Non, ils n'ont rien à partager avec lui. Donc ça c'est très clair, tout ça on n'est que sur les opérations de com. Et moi au moment où je parle, j'ai entendu un chiffre de 5 personnes qui seraient potentiellement reçues, je ne sais quoi. Peut-être, au moment où je parle, je n'ai pas d'informations qui confirment cela.